Bonjour. Le grand empêchement, tel est donc le titre de mon livre. Qu'est-ce que c'est que le grand empêchement? Le grand empêchement, c'est le libéralisme. Il entrave les peuples. Il asservit les hommes à l'économie. Le processus a en fait connu 3 étapes. Tout d'abord, l'asservissement de l'homme à ses intérêts comme sujet. Puis l'asservissement de l'homme à ses désirs. Et enfin, l'asservissement de l'homme à ses fantasmes. Le premier stade était le stade moderne, c'est le libéralisme classique. Le deuxième stade est celui du libéralisme libertaire, c'est aussi le stade des bobos, les bourgeois bohèmes. Et le troisième stade dans lequel nous sommes, c'est celui du transhumanisme. L'homme peut être une femme comme les autres, dit-on à cette époque. L'homme blanc poilu peut être en quelque sorte une lesbienne africaine comme les autres. Nous en sommes là. Le sujet individuel devient autoréférentiel. Avec le transhumanisme ou le posthumanisme, l'homme devient la prothèse de ses propres fantasmes. Parmi les éléments du grand empêchement que j'étudie, il y a la croyance dans le progrès linéaire et dans le sens de l'histoire. L'esprit s'agenouille comme le fait le chameau et veut un bon chargement, disait Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Ce chargement, c'est en fait le culte du progrès. Albert Camus faisait cette remarque. Le progrès, l'avenir de la science, le culte de la technique et de la production sont des mythes bourgeois qui se sont constitués en dogme au XIXe siècle, remarquait-il. Le progrès, paradoxalement, peut servir à justifier le conservatisme. Traite de confiance tirée sur l'avenir, il autorise ainsi la bonne conscience du maître à l'esclave, à ceux dont le présent est misérable et qui n'ont point de consolation dans le ciel. On assure que le futur, en quelque sorte, au moins est à eux, est à ceux-ci, les esclaves. L'avenir est la seule sorte de propriété que les maîtres concèdent de bon gré aux esclaves, concluait Albert Camus, très justement. Le propre du capitalisme est que les traites tirées sur l'avenir permettent de faire accepter l'addition qui, elle, est payée au présent par le peuple qui travaille. Il y a un lien fort entre démocratie, règne de la promesse de temps radieux et changement perpétuel. Le propre des démocraties est le changement, posant en principe que le peuple est insatisfait et qu'on doit lui permettre d'améliorer son sort afin qu'il vote dans le sens que l'on désire, affirmait Jean Dutour. En conséquence de cela, s'installe un climat perpétuel d'attente du merveilleux ou encore un climat perpétuel de bovarisme. S'il faut croire à l'amélioration possible et raisonnable de la société, s'il faut prendre en compte pour ce faire la nécessité d'établir de nouveaux rapports de force entre le capital et le travail, s'il faut avoir l'ambition de réforme, il est très dangereux de croire en une société totalement juste ou totalement purifiée de ce qui la corrompt, que ce soit les juifs, la bourgeoisie, etc., comme le voulaient les nationaux-socialistes ou les léninistes, chacun dans leur registre. Leslev Kolakowski affirmait à juste titre que l'idée fixe de la philosophie des Lumières, à savoir que l'envie, la vanité, la cupidité, l'instinct d'agression ont toujours pour cause des institutions sociales défectueuses et disparaîtront lorsque ces institutions auront été réformées. Cette idée fixe n'est pas tout à fait invraisemblable et contraire à l'expérience, mais elle est extrêmement dangereuse, poursuivait Kolakowski. Comment toutes ces institutions ont-elles pu voir le jour si elles sont tellement contraires à la nature profonde de l'homme? Nourrir l'espoir que l'on pourra institutionnaliser la fraternité, l'amour, l'altruisme, c'est préparer à coup sûr l'avènement du despotisme. En d'autres termes, l'idée profondément moderne que les totalitarismes, cette idée que les totalitarismes ont porté à l'extrême au XXe siècle, mais aussi les totalitarismes insidieux d'aujourd'hui, continue de porter, cette idée que les totalitarismes d'aujourd'hui continuent de porter, c'est l'idée qu'une société irénique, totalement égalitaire, totalement propre, totalement hygiénique, comme l'espéraient les nazis, héritiers parmi d'autres de l'idéologie du progrès est possible, cette idée est très dangereuse. Faut-il rappeler que qui veut faire l'ange fait la bête? Ou mieux encore, comme le disait Olivier Germain Thomas, que l'ombre de l'ange, c'est le diable.
Avec les totalitarismes classiques, ceux du XXe siècle, Staline, Hitler, Mao, Pol Pot, etc., on ne tue pas seulement pour gagner, on tue par morale. Qu'il s'agisse du communisme ou du bien des Allemands vu par les nazis, c'est toujours un principe moral. Jean-Claude Guilbeault note « Quoique affichant des objectifs différents, les deux totalitarismes, communisme et nazi, se rejoindront dans l'ampleur et le principe du meurtre. Le nazisme tue le juif ou le tzigane, le léninisme tue le riche ou le bourgeois. Avec les démocraties intransigeantes d'aujourd'hui, que l'on peut appeler les néo-totalitarismes post-démocratiques, c'est la même chose, sous une apparence et un discours très différents. On tue les peuples qui gênent la marche des affaires, souvent appelée la marche du progrès. Nos démocraties contemporaines ont certes les mains pures, mais elles ont du sang jusqu'aux genoux. Et nous commençons à comprendre la vanité de ce qu'Albert Camus appelait le mythe bourgeois du progrès. C'est cet épuisement historique de l'idée de progrès que constatait aussi, de son côté, Hannah Arendt. Non seulement le progrès de la science a cessé de coïncider avec le progrès de l'humanité, disait-elle, mais il pourrait bien sonner le glas de l'humanité. De même que le progrès de la recherche pourrait fort bien se solder, pourrait fort bien se terminer avec la destruction de tout ce qui faisait pour nous le prix de la recherche. Autrement dit, la notion de progrès ne peut plus nous servir d'étalon pour apprécier la valeur du processus de changement désastreusement rapide, disait Hannah Arendt, que nous avons nous-mêmes déchaîné. Edgar Morin fait un constat assez proche. Le mythe du progrès, dit-il, qui est au fondement de notre civilisation, qui voulait dire que nécessairement demain serait meilleur qu'aujourd'hui, et qui était commun au monde de l'Ouest et au monde de l'Est, puisque le communisme promettait un avenir radieux, s'est effondré en tant que mythe. Cela ne signifie pas que tout progrès soit impossible, mais qu'il ne peut plus être considéré comme automatique et qu'il renferme des régressions de tous ordres. Il nous faut reconnaître aujourd'hui que la civilisation industrielle, technique et scientifique, dit Edgar Morin, crée autant de problèmes qu'elle en résout. L'histoire du progrès a été l'histoire même de l'Occident. Le mythe du progrès a donné à l'avenir un caractère automatique et désenchanté. Nous sommes désabusés, revenus de tout, ou encore oblomovisés. Si l'Occident se trouve en panne de croyance en lui-même, c'est dû au fait de l'épuisement de la croyance dans le progrès. Comme cette croyance n'a pas été remplacée, cette croyance subsiste, mais elle est devenue molle. C'est devenu une croyance molle qui ne meurt rien, mais qui occupe la place en attendant autre chose qui ne vient pas. Il y a peut-être une fin des Lumières, mais cette fin des Lumières n'est pas la revanche de Joseph de Maistre sur Voltaire, constate Robert Redeker. Nous sommes sans doute post-voltairiens, mais nous ne savons plus lire Joseph de Maistre. Il y a quelque chose qui participe aussi à l'extinction des Lumières du XVIIIe siècle. C'est un certain climat mental écologiste. On ne peut que saluer l'idée que l'homme n'est plus seul sur la Terre, que l'homme n'est pas seul sur la Terre, qu'il ne l'a jamais été, qu'il a des devoirs envers son environnement, qu'il ne doit pas tout ramener à ses intérêts immédiats et doit songer à la préservation des équilibres non seulement humains, mais des équilibres naturels. Bref, on doit se réjouir que l'homme prenne conscience qu'il ne peut agir comme s'il était maître et possesseur de la nature, selon l'expression de Descartes. Mais il n'empêche que ce qui se développe est tout autre chose, un dolorisme écologiste. Un certain écologisme est une façon de dépolitiser la vie sociale et de stériliser les débats intellectuels. Nous sommes des criminels tuant la planète et regardant ailleurs. C'est l'écologisme comme nouvelle forme du masochisme et de repentance de l'Europe. Loin de la nécessaire écologie politique et loin de la nécessaire sortie de la religion de la croissance. À cette aune, les guerres de destruction des États nationalistes laïcs arabes du Proche-Orient deviennent un point de détail de l'histoire. Dans une optique d'engloutissement de continents entiers, les migrations deviennent aussi un point de détail. L'histoire elle-même et la politique deviennent un détail de la destruction par nous-mêmes de la planète. L'écologie, ou bien plutôt l'écologisme, c'est-à-dire l'idéologie écologiste, devient une nouvelle religion séculière.
Garaki blasphème, Garaki ne trie pas bien ses ordures, Garaki nie le réchauffement climatique d'origine anthropique, Garaki vote pour des partis non alignés sur la nouvelle doxa, l'écologisme idéologique. Quand l'écologie s'érige en une explication globale du monde qui détiendrait de nouvelles clés de l'histoire ou du salut de l'humanité, quand elle fixe la hiérarchie des biens, des valeurs et des bons comportements, l'écologie devient une nouvelle religion métapolitique faite d'irénisme, de New Age et de totalitarisme soft et cool, d'autant plus prégnant qu'il est souriant et à l'occasion maternant. Cet écologisme contribue à la sortie du cycle du progressisme, certes, mais pour lui substituer un catastrophisme non pas lucide, non pas éclairé, dont nous aurions grand besoin, mais un catastrophisme culpabilisateur, incapacitant, désarmant, antipolitique. À quoi bon se préoccuper de la question de l'immigration de masse, de la question de la préservation partout sur la terre de l'identité des peuples, menacés notamment par le turbo-capitalisme et le déchaînement du libéralisme américano-centré? À quoi bon se préoccuper de cela si la Terre doit disparaître ou doit être submergée dans les océans dans 30 années? Il y a donc un certain obscurantisme écologiste et catastrophiste qui aboutit à dépolitiser toute la vie sociale. De cet écologisme idéologique, nous ne voulons pas. Il n'y avait pas besoin d'une nouvelle religion telle que l'écologisme, supprimant toutes les intermédiations, les nations, les cultures, toutes les intermédiations entre l'homme et la planète, pour mettre à bas la croyance au progrès inéluctable et continu. Ce mythe du progrès, ce mythe du sens de l'histoire comme progrès, c'est l'histoire elle-même qui lui a porté un coup fatal. L'accélérateur de la fin du mythe du progrès a été l'échec flagrant du progressisme communiste, du progressisme politique qu'incarnait le communisme. Dans le discrédit général de l'idée de progrès, l'échec du communisme, leur propension nécessaire à se muer en totalitarisme a été l'élément moteur. L'idée de progrès était, depuis Kant, une idée politique. L'élément politique fédérait et fondait les deux autres, l'anthropologique, les progrès humains, et la technique, notre Robert Rodecker. Ces deux piliers du progressisme se sont effondrés. Hegel, de son côté, avait écrit « L'histoire universelle est le progrès dans la conscience de la liberté ». S'il y a un domaine dans lequel nous avons progressé depuis un demi-siècle, c'est dans l'idée que notre liberté n'obéit pas aux lois du progrès matériel, ni aux lois d'un progrès moral, aux lois d'un progrès unique et universel, aux lois du toujours plus. Le mythe du progrès n'est pas encore renversé, mais il vacille, il recule, il titube. Il est temps de nous libérer de la superstition du progrès, de l'obscurantisme des Lumières qui aveugle et laisse dans l'ombre toute une part, tout un pan de la nature humaine. Il est temps que nous cessions d'être écrasés sous le poids de notre propre créature. Un personnage de Vassili Grossman dans Tout passe explique « Quand on abat une forêt, les copeaux volent. Les copeaux sont les hommes. » L'idée à la fois communiste et progressiste, y compris l'idée du libre marché mondial, est que la vérité de l'idéologie est plus importante que le malheur des hommes pris isolément. Les malheurs des hommes font partie des dégâts du progrès, des dégâts jugés regrettables mais nécessaires. Il y a une croyance dogmatique dans les vertus de la mondialisation et du libre-échange qui a pris le relais de l'utopie communiste. Peut-on s'en tenir à la notion d'irrémédiable dégâts du progrès, version moderne de la formule toute simple « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs ». Quand on abat une forêt, les copeaux volent, c'est-à-dire que les hommes volent. Mais justement, répond le personnage de Vassili Grossman, mais justement le malheur, c'est qu'on abatte la forêt. Pourquoi abattre la forêt? Voilà la bonne question, voilà la nécessaire remise en cause. L'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle, disait Henri Bergson. Le progrès n'est pas concevable sans l'autonomie. Le progrès est en effet un objectif que l'on se donne.
La devise des Lumières est l'autonomie. C'est se donner à soi-même sa propre loi et s'y tenir. Mais toute autonomie ne conduit pas pour autant à la religion du progrès. Cette religion commence quand on croit que le progrès obéit à une loi scientifique. Or, si cette loi se prétend validée scientifiquement, si cette loi des hommes est aussi la loi de l'histoire et la science de l'histoire, et telle est l'ambition d'être du marxisme-léninisme, alors comment ne pas lui obéir aveuglement, absolument? Comment le marxisme-léninisme ou toute autre idéologie qui prend au sérieux le sens de l'histoire ne serait-il pas générateur par nature d'un ordre totalitaire? Démocratie et totalitarisme relèvent du même âge démocratique. Ils ont les mêmes valeurs, l'égalité, la liberté, l'idée de progrès, l'idée que les hommes font leur histoire. Mais dans nos démocraties occidentales, c'est-à-dire en démocratie représentative, existe la coupure, la séparation entre gouvernants d'un côté et gouvernés, entre représentants et représentés. Une démocratie de masse comporte inévitablement une part de représentation, une part de parlement. Elle ne doit pas être supprimée, mais doit être corrigée. La démocratie ne peut être réduite à sa dimension représentative et parlementaire. Les gouvernants représentent la société, mais ils ne sont pas la société. Ils n'incorporent pas la société. Et c'est ici la différence essentielle avec le communisme et avec le nazisme, qui tous deux incorporent ou prétendent incorporer toute la société. En démocratie représentative, les gouvernants, les élus, représentent abstraitement le pouvoir. Celui-ci est, selon l'expression de Claude Lefort, un lieu vide. Le pouvoir n'incorpore pas la société. Le pouvoir est totalement désacralisé, pour le dire en termes plus triviaux. En démocratie représentative, le pouvoir politique s'est exposé à la menace de s'abîmer dans la particularité, d'exciter ce que Machiavel jugeait plus dangereux que le mépris, que la haine contre ceux qui l'exercent ou y aspirent, exposé à la menace de prendre figure d'individus ou de bandes simplement occupés à satisfaire leurs appétits. Les démocraties représentatives sont exposées à ce danger qui est le danger de l'indifférence. Avec les régimes totalitaires, la démocratie sort certes de l'abstraction et se refait un corps, en quelque sorte le corps du roi. Que ces totalitarismes se réclament de l'idée démocratique, comme les démocraties populaires ex-communistes, ou qu'ils se réclament d'idées antidémocratiques, comme les fascismes, tout en participant, qu'ils le veuillent ou non, de l'âge démocratique, de l'ère des masses, et de cet élément fondamentalement démocratique qu'est l'affirmation de la souveraineté du peuple et de la nation. En ce sens, on se demandera toujours comment des maurassiens ont pu devenir fascistes, sachant que le fascisme croit à la souveraineté de la nation, sinon du peuple, tandis que le principe du maurassisme est le scepticisme par rapport à ces notions. Je ne sais pas du tout en quoi réside la souveraineté, disait Maurras, ni si elle réside en quelques-uns. Les lois de l'univers, poursuivait-il, sont seules souveraines et quant aux droits du peuple, droits imprescriptibles et inaliénables, cette mythologie très pure ne me dit rien, continuait Maurras. Il indiquait encore, ni implicitement ni explicitement, nous n'acceptons le principe de la souveraineté nationale. Au contraire, dans un régime totalitaire, la société civile est l'autre de l'État, note Jacques de Witt. Le concept de totalitarisme désigne un pouvoir total, une emprise sur la réalité qui ne connaîtrait plus aucun reste et doit, pour cette raison, s'emparer de toutes les sphères de la vie sociale comme de la vie privée et intérieure. Le totalitarisme vise à englober toute la vie sociale et psychique des hommes. Il y a totalitarisme quand une idée à prétention universelle dispose d'une puissance totale lui permettant de se produire elle-même par l'intégration en elle de toute particularité, remarque pour sa part Jean Vioulac. Le totalitarisme est donc bien autre chose qu'un régime autoritaire. La logique du totalitarisme, c'est la suppression de la frontière entre sphère publique et sphère privée. La sphère privée est censée disparaître, tout est politique, tout est histoire, il n'y a plus de sphère privée, plus de fort intérieur, le public règne sans partage, dit encore Robert Redeker. Il y a consubstantialité de l'État et de la société civile. Le totalitarisme va ainsi infiniment au-delà des simples despotismes ou dictatures classiques qui laissent subsister la sphère privée, imposant un consensus de surface,
laissant les âmes et les esprits libres dans leur fort intérieur. En même temps, cette emprise ne peut jamais être totale, note Jacques de Witt. Il n'existe empiriquement aucun cas de disparition absolue de la société civile. C'est pourquoi on doit définir le totalitarisme comme une visée, un projet, une intention ou une ambition plus qu'une réalisation. C'est dans cette aspiration à une emprise totale sur la réalité que les totalitarismes ne pouvaient que se heurter très vite aux églises, aussi bien en URSS qu'en Allemagne nationale-socialiste. Voir par exemple la déclaration de Barmen, reprise par Karl Barth, mettant en garde dès 1934 les protestants contre tout ralliement au national-socialisme hitlérien. Il faut ici comprendre que les totalitarismes ont besoin d'un intermédiaire, d'une médiation qui fasse le lien entre l'État, entre le pouvoir et la société. Ce lien, ce tiers qui fait lien, c'est le parti unique. Mais dans les néo-totalitarismes qui sont les nôtres, dans nos post-démocraties, c'est le pouvoir politico-médiatique. C'est la religion médiatique des droits de l'homme, basée sur l'instrumentalisation des émotions et la préfabrication des émotions. La pensée unique des droits de l'homme est le pilier du nouveau parti unique politico-médiatique, parti unique invisible, le PIM, parti immigrationniste et mondialiste. Cette emprise totale des totalitarismes sur la société permet de voir la logique qui relie les totalitarismes violents, ceux dits du XXe siècle, nazisme et communisme avant tout, et ceux souvent plus subtils, policés, insidieux que nous connaissons et que l'on peut caractérisés comme des totalitarismes liquides ou élastiques, spongieux, post-démocratiques plus qu'antidémocratiques. Déjà, Hannah Arendt avait noté que les sociétés de travailleurs, au sens où l'œuvre est remplacée par le travail, où l'art est remplacé par l'économie, sont liquides, manipulables, délestés du poids des anciens. Le monde devient inhumain, disait-elle, à impropre aux besoins humains qui ont besoin de mortels, lorsqu'il est emporté par le mouvement où ne subsiste aucune sorte de permanence. La logique du toujours plus de progrès, d'une société réduite à la fonction du travailleur, mais aussi du consommateur. Cette société est une société contre nature par rapport aux vrais besoins de l'homme, qui sont les limites, la stabilité et la sécurité, autant culturelle que sociale. Ces deux totalitarismes, l'ancien et le nouveau, le dur et le mou, celui de la modernité et celui actuel de la postmodernité, ces deux totalitarismes sont des expressions de la crise de l'Occident, comme l'a bien vu un Jean Vioulac. Il ne résume pas cette crise, il l'annonce. Hegel est le philosophe qui a découvert la logique immanente de l'histoire occidentale et qui l'a précisément compris comme logique de totalisation par l'intégration de tout ce qui est à l'intérieur du concept. L'histoire s'achève alors à ses yeux dans la totalité autonome de l'État, régie par la terreur et la guerre. Cette figure de l'État correspond au concept classique de totalitarisme qu'il importe alors d'étudier. Or, ce que montre le nazisme, caractérisé par la désintégration de l'appareil d'État et l'absence de toute instance centrale de gouvernement, c'est que le totalitarisme n'est pas forcément d'abord étatique, ni même d'abord politique. Il s'agit avant tout d'identifier un processus immanent de totalisation dont les régimes totalitaires ne furent que des phénomènes dérivés. Le communisme est certes le plus extrême des totalitarismes. Pourquoi? Non pas parce qu'il était forcément le plus violent ou le plus meurtrier, ce n'est pas là la question. Nazisme et communisme stalinien étaient fondamentalement criminels, tous deux, la cause est entendue. Mais le communisme était sans doute le plus extrême parce qu'il était le plus universaliste, donc en ce sens le plus ambitieux. On pourrait ainsi voir dans le communisme le rêve de Plotin, celui d'un monde entièrement plein de Dieu, l'homme étant devenu Dieu dans le communisme, et celui d'un monde entièrement enchanté. Mais toutefois, le règne de l'un pour Plotin n'est pas la suppression de la pluralité, c'est la présence de l'universel dans le particulier. À la limite, pour revenir au totalitarisme au communisme comme totalitarisme type ou totalitarisme intégral, c'est l'homme lui-même qui est en trop dans le totalitarisme. Car l'homme n'est jamais conforme au souhait d'imitation de Dieu. L'homme doit alors perdre ce qui est en lui spécifiquement humain pour se rapprocher d'une marionnette, ainsi que l'avait bien vu Hannah Arendt une fois de plus. Le problème est de fabriquer quelque chose qui n'existe pas, à savoir une sorte d'espèce humaine qui ressemble
aux autres espèces animales, indique Hannah Arendt. Il s'agit ici, pour les nazis comme pour les communistes, d'éduquer et, bien souvent, de rééduquer non seulement les prisonniers des camps en leur enlevant toute humanité, en leur infligeant des traitements inhumains, mais aussi absurdes pour enlever tout sens à leur vie, mais il s'agit aussi de reformater les consciences des gardiens de camp, chacun étant susceptible de le devenir un jour, en leur enlevant toute spontanéité, toute possible compassion. Il s'agit de transformer la personnalité humaine en une simple chose, il s'agit de chosifier l'homme lui-même. L'homme des totalitarismes du XXe siècle devient à la fois solitaire, immergé dans une fausse communauté qui le laisse vide, mais anonyme pour les autres. Le paradoxe est grand, car le Parti communiste se voulait le parti de l'homme. Or, il fut le parti de la déforestation de l'homme, et aussi de la déforestation de la nature. Mais ce qu'il était, il l'était certes en tant que communisme, mais aussi en tant qu'il était moderne, en tant que le communisme se voulait un accélérateur de modernité. Avec son lieu du pouvoir abstrait, ou quasi anonyme, après Staline, nous avons des présidiums du parti, nous avons des comités centrales, toutes structures qui justement sont des structures plus que des hommes. Il en est de même quand on nous dit que la Commission européenne a décidé que c'est le règne des on. Et à ce sujet, reconnaissons que les totalitarismes de type fasciste ou national-socialisme avaient l'avantage d'être plus fragiles. Mussolini débarqué par le Grand Conseil fasciste, le régime italien fasciste s'effondre. Les conjurés allemands de juillet 1944 n'avaient pas tort pour leur part de penser que le régime nazi ne survivrait sans doute pas à un attentat réussi contre Hitler. Le point commun des fascismes, du nazisme et du communisme était toutefois l'affirmation de la présence immédiate du peuple, le peuple un peuple indivisible, dans la politique, une présence immédiate et visible dans les fascismes, une présence immédiate et parfois incarnée avec Staline dans le communisme, mais parfois aussi beaucoup moins visible quand l'incarnation dans le communisme passait par un parti communiste, lui-même dirigé de manière plus ou moins anonyme. En ce sens, il y a bel et bien, avec les totalitarismes, une sécularisation de la religion. Ce sont des religions politiques dans le siècle et dans l'histoire. Les religions séculières sont toujours des mystifications, écrivait Raymond Aron. Elles proposent aux foules des interprétations du drame historique. Or, la vérité est autre, il n'y a pas de cause unique, il n'y a pas d'évolution unilatérale. Les nouvelles religions politiques du XXe siècle ont émergé dans un monde qui avait tué Dieu, c'est-à-dire qui s'était débarrassé de l'idée de Dieu. Elle se voulait un nouveau récit historique, elle annonce d'une nouvelle place pour l'homme. Il s'agit de prendre la place même de Dieu, il s'agit de s'incorporer, sa substance. Un tel projet surhumaniste et en même temps transhumaniste, car surmonter l'homme, c'est le transformer, est repris sous des formes plus ou moins discrètes par la modernité tardive ou post-modernité qui est la nôtre. Sans entrer dans les arcanes du débat sur la sécularisation, on peut toutefois affirmer, premièrement, que la sécularisation des valeurs chrétiennes se fait toujours par leur dégradation, et en second lieu, que le religieux évacué par la porte revient toujours par d'autres ouvertures. Il y a ainsi, dans nos sociétés, une vénération religieuse, comme dit Pierre Manant, pour l'idée de concurrence. Mais la présence du religieux va plus loin. Fabrice Adjadj remarque que nos sociétés sont des sociétés d'hypercontrôle des esprits et des cœurs. Par l'ultra-humanisme qui est devenu notre doctrine implicite, nous avons atteint l'époque de la parfaite absence de sens, comme dit Martin Heidegger. Le refus de voir tout ce qui peut dépasser l'homme, qu'il s'agisse de Dieu ou du cosmos, a amené à une métaphysique de la subjectivité dans laquelle la volonté de volonté est la vérité de la volonté de puissance, dans l'oubli radical de l'être en faveur du faire. Je reprends Heidegger. Pour le dire autrement, s'il n'y a pas de péché originel, ou si on n'envisage pas d'une façon ou d'une autre la fragilité de l'homme, sa faillibilité, alors toutes les possibilités s'ouvrent à l'homme, toutes les ambitions lui sont permises, toutes les transformations deviennent légitimes. À ce stade, toutes les finitudes peuvent et doivent être dépassées, économiques bien sûr, écologiques, anthropologiques. Toutes les perfectibilités sont légitimes et nécessaires. Toutes les mesures consistant à lever brutalement ou non les obstacles aux perfectibilités et aux mutabilités sont légitimes. Si on va
vers une société bonne, comment se laisser arrêter par la survivance de quelques koulaks, arrogants propriétaires de 2 ou de 3 vaches? Comment se laisser entraver par le particularisme de quelques juifs, cordonniers, tailleurs, petits prêteurs sur gage, inquiétants vestiges d'une société prémoderne? Par l'attachement, comment se laisser entraver par l'attachement de paysans à leurs terres ou leur refus de l'urbanisation, voire leur refus des plaisirs de l'usine? On le voit, c'est du progressisme qu'il s'agit. Et les totalitarismes ne sont que la pointe de fer du progressisme. Sur un autre plan, et nous en aurons fini dans 5 minutes, sur un autre plan, on peut remarquer que les totalitarismes renouvellent le règne de l'un et la métaphysique de l'un. Contrairement au despotisme théocratique où l'un est en fait l'autre, puisque l'un est Dieu, l'un des totalitarismes se boucle sur sa propre identité. C'est l'un classe pour les communistes ou c'est l'un race pour les nationaux-socialistes. En abolissant les rites de la religion, nos sociétés sont en fait hyper religieuses, car les croyants, ici les chrétiens, sont alors sommés non pas seulement de faire comme si, mais de faire réellement advenir dans ce monde la rédemption et l'incarnation. C'est ce qu'on a pu appeler la sécularisation de la religion. Cette sécularisation a 2 volets. L'un est institutionnel, c'est le déclin du pouvoir de l'Église et le passage au pouvoir de l'État. C'est ce qui se produit avec le passage du Moyen-Âge féodal à l'âge classique monarchique, c'est la migration de l'Église à l'État, comme dit William Cavanaugh. Le deuxième volet est spirituel, c'est le passage des valeurs de l'Église chrétienne dans une société sans Église, passage qui ne va pas sans transformation profonde. Cela veut dire l'entrée du religieux dans le siècle, la diffusion dans toute la société de préoccupations de type religieux. C'est pourquoi il y a continuité entre les totalitarismes durs et les totalitarismes mous qui nous régissent. Dans ces derniers, il est ainsi obligatoire d'adopter le droit de l'hommisme, le dogme d'appartenance au cercle de la raison, celui qui ne remet pas en cause les fondamentaux, ouverture des frontières, aux capitaux, aux populations, libre-échange, Europe molle, Europe poreuse, Europe peureuse, Europe pleureuse et Europe heureuse, lieu d'une démocratie purement procédurale. Dans nos néo-totalitarismes post-démocratiques, le règne de la propagande est tout aussi prégnant que dans les totalitarismes classiques, mais il est plus subtil, il est fondé sur l'émotion. En post-démocratie, la seule information est celle de la propagande. Il n'est plus d'information, il n'est que des propagandes, écrit Mathieu Baumier. L'ère de l'émotion a remplacé celle de l'analyse des faits. La continuité entre totalitarisme classique, tel que nazisme, communisme, et néo-totalitarisme post-démocratique, cette continuité s'appuie sur la permanence d'une désaffiliation sociale. La domination totalitaire se fonde sur la désolation, sur l'expérience d'absolue non-appartenance au monde, directement liée au déracinement et à l'inutilité dont ont été frappées les masses modernes depuis le commencement de la révolution industrielle, indique Hannah Arendt. La désolation est le fond commun de la terreur. En ce sens, c'est parce que les hommes n'ont plus de race, au sens d'une race mentale, qu'ils sont vulnérables face au totalitarisme, comme le remarquait Sébastien Hafner. Il faut ici définir ce qu'est le totalitarisme post-démocratique, bien qu'il se veuille une forme et même la seule forme de démocratie. Il s'agit du remplacement du tu-dois, la forme ancienne du totalitarisme, par le tu-es. George Orwell avait bien vu ça dans 1984. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus de faire comme si il faut être ce que l'on doit être et non seulement faire semblant. Les cœurs, les âmes, les esprits sont traqués dans leurs ultimes recoins. Les non-dits sont inspectés et suspectés. On ne peut plus seulement faire les gestes du comme si ou dire seulement les mots du comme si. La sincérité même est traquée, des recoupements sont faits, il faut prouver sa bonne foi, il faut être profondément de bonne foi. La transparence fonctionne au détriment de l'épaisseur et des nuances. Comme disait Jean Paulhan, les gens gagnent à être connus, ils y gagnent en mystère, c'est cela que le monde post-moderne refuse de voir et ne tolère pas. La post-modernité ne connaît pas cela. Il faut sans doute faire remonter de l'inconscient ou du préconscient de nouveaux sauts de non-dits, de refoulés, pour les exposer en toute transparence au regard des autres ou encore au regard des experts. Le quant à soi n'a plus sa place, la
transparence a triomphé, chacun devient le surveillant d'autrui, la dictature de la transparence est devenue autogire. Le système a diminué ainsi ses coûts de surveillance, puisque la société s'en charge. C'est plus efficace et tellement plus économique. Il nous faut, pour conclure, indiquer que quand le projet progressiste impose la transparence, il se montre tel qu'il est, un faux défenseur des libertés. Le progressisme de Macron est ici très révélateur. Il combine destruction des nations et éloge des petites différences et des micro-communautés narcissiques. L'idéologie progressiste est universaliste et même mondialiste. Les nations sont des vieilleries qui doivent être balayées, note Denis Colin. À mesure que le libéralisme déconstruit la nation, ni les provinces et les petites patries, il valorise non pas les communautés réelles qu'il a détruites, mais le communautarisme. Ainsi, les communautés s'émiettent et se fragmentent à l'infini selon la logique même du libéralisme, qui est l'individualisation intégrale. Le libéralisme est en ce sens le contraire de tout solidarisme. Les homosexuels qui, dans les années 1960 et 70, souhaitaient à juste titre de plus être l'objet de tracasseries, se séparent en hommes pédérastes et femmes lesbiennes, bi et pas bi, trans et pas trans, racisés ou pas, et ce à l'infini jusqu'au point asymptotique du narcissisme absolu, dont parle Christopher Lasch. Cette évolution vers toujours plus de narcissisme et d'égocentrage a été bien vue, aussi bien par les nouveaux Tocqueville que furent René Girard et qu'est Michel Houellebecq. Or, ce règne de l'ego est encouragé par le néolibéralisme, mais en même temps, ce libéralisme nouveau, qui n'est nouveau qu'en tant qu'il est radicalisé, change de visage. Le libéralisme avait, dans les années 70, une double face. Depuis les années 70, c'était le libéralisme économique et le libéralisme sociétal, le Lili des bobos. Il a maintenant une troisième face, c'est l'autoritarisme policier, c'est le libéralisme policier. C'est la création non dite mais effective d'un ministère de la vérité. Ce sont les entraves de plus en plus radicales à la liberté d'expression dont la loi Guesso a été l'un des premiers exemples. Le libéralisme passe en force dans tous les domaines. Il passe en force dans le domaine économique et social. Il passe en force depuis quelques 2 décennies dans le domaine sociétal. C'est que le projet libéral est profondément totalitaire. Il l'est parce qu'il est contraire à la nature humaine qui suppose des solidarités et des coopérations. Le libéralisme ne prend en compte qu'un seul aspect de la nature humaine, l'instinct de compétition, et il l'exacerbe de façon pathologique. C'est pourquoi le libéralisme macronien prend le même visage hideux et formidablement répressif que celui du régime de Louis-Philippe, fils du sinistre Philippe Égalité, figure emblématique de son époque. Le libéralisme ultra, c'est-à-dire accompli, abouti à la Macron, est ainsi, comme le dit fort bien Denis Colin, un projet totalitaire au sens strict, puisque rien ne lui échappe dans une société de surveillance totale. La reconstruction de l'homme pour en faire un appendice de la marchandise est ainsi un projet totalitaire à côté duquel on peut se demander si l'homme nouveau de Staline ou le Germain régénéré d'Hitler n'étaient pas des brouillons, des projets brouillons et imparfaits, préservant au moins le socle anthropologique et la liberté intérieure des hommes. Le libéralisme souriant des jeunes macroniens met en place, lui, un projet néo-totalitaire, détrôné toute tradition, au profit de l'homme nouveau libéral, décérébré, celui du grand marché mondial homogène. L'individu de masse, le consommateur, est incapable de discerner le beau et le laid. Plus encore, il n'en a cure et préfère voir le positif dans la catastrophe. Frappé d'amnésie par l'idéologie du progrès qui interdit d'envisager que quoi que ce qui fut soit meilleur que ce qui est, l'homme vit sa vie en fantôme, consentant à toutes les mises devant le fait accompli dont il est victime, dit Christophe Hamelin. La loi, de moins en moins issue des assemblées et de moins en moins issue du peuple, mais élaborée par des technocrates soumis aux puissances d'argent, devient l'instrument de ce nouveau totalitarisme. Comme sous le communisme, la loi est devenue un instrument de transformation du présent en futur et de l'arriéré en progressif, indique Michel Tribala. Le libéralisme macronien, avec son autoritarisme répressif, tantôt sournois, tantôt souriant, marque à tous égards, comme l'ont vu des gens aussi différents qu'Emmanuel Todt ou Francis Cousin, la radicalisation et l'accélération du projet libéral de transformation de la société, projet en œuvre depuis 1983, pour en enlever toute trace de solidarité et de transformation de l'être même de l'homme, pour qu'il ne fasse en aucun cas obstacle au tout marché
et au déploiement intégral, aussi bien dans sa dimension planétaire que dans toutes les couches du psychisme humain et même du vivant, de la logique du capital. Ainsi se met en place le cauchemar climatisé de l'homme-marchandise, n'appartenant plus à aucun peuple, n'ayant plus de lien charnel avec aucune terre et dont la reproduction contrôlée, organisée numériquement, échappera aux lois du désir et aux lois de l'altérité entre hommes et femmes pour ne plus dépendre que d'une seule loi, la loi de l'argent. Le pouvoir de l'argent a réduit la société à l'argent. Mais en même temps, le macronisme, qui est avant tout un symptôme, l'homme Macron n'étant pas particulièrement original comme spécialiste de la superclasse mondiale, le macronisme cristallise une logique bloc contre bloc, en rendant effective et même spectaculaire l'unification de la bourgeoisie de droite et de la bourgeoisie de gauche, des libéraux des deux rives. Le macronisme rend possible son revers pour lui, à savoir la création d'un bloc populiste, divisé en 2017 entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, bloc constitué par l'alliance des classes populaires et la grande majorité des classes moyennes. La naissance d'un tel bloc historique de transformation sociale est à souhaiter. Je vous remercie. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.